Juste un petit rappel les amis pour vous dire que toutes mes vidéos sont aussi disponibles en podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Les amis, bienvenue, on espère que vous allez tous très bien et on est très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On approche de la fin de saison, c'est les derniers moments, les derniers jours, les dernières semaines, c'est l'été, je sais pas, il fait super beau de partout, c'est cool. Et du coup, Stan, on se projette déjà un petit peu vers la période estivale. Il y a un énorme mercato qui arrive pour une saison 2025-26 avec, comme tu dis, Cannes, Coupe du Monde. Il va y avoir la Coupe du Monde des clubs aussi qui va prendre du temps sur la préparation des équipes. Ça va être encore une saison à 60-70 matchs pour les gros clubs. Ça va être une des plus grosses saisons de l'histoire récente. Et le mercato là qui arrive, bon, comme toujours, il est critique, mais il est encore plus critique, je crois, pour le club dont on va parler. Donc déjà, est-ce que ça va bien ? Est-ce qu'il fait beau chez toi aussi ? Et comment est-ce que ça roule dans l'ensemble ? Salam tout le monde, j'espère que vous allez bien, tranquille la paix. Ouais, ça va, il commence à faire un tout petit peu beau. J'avoue que je vois du soleil. On a eu 27 degrés hier. Quand même, c'est assez surprenant. Ouais, pour un mois, pour mi-mai, 27 degrés quand même, ça m'a assez surpris. C'était out of nowhere, les gens étaient en t-shirt et tout. Tu connais les Nord-Américains en plus. Dès que genre, on souffre tellement avec l'hiver que nous, je te jure, d'habitude, à 5 degrés, les gars sont en short. Déjà à 5-6 degrés avec un peu de soleil. C'est aux Pays-Bas, c'est pareil, hein. Je connais très bien, je vois le Les gars sont toujours heureux, donc ouais, ça commence à revenir tranquille. Cependant, je m'inquiète. Willou, franchement, je m'inquiète. La raison pourquoi je m'inquiète, c'est parce que tu connais la conjoncture économique dans laquelle on est. In this economy, c'est assez compliqué. Les vacances cet été, elles vont coûter cher. Elles vont coûter cher à pas mal de clubs, franchement. C'est-à-dire que il va falloir sortir le chéquier pour aller en vacances parce que ça va être compliqué. Et les vacances, nous tous, on sait c'est quoi? C'est le mercato d'été. C'est là où les clubs vont aller faire leur marché, leur shopping. J'ai envie de dire, c'est les soldes. C'est les soldes en France. C'est les soldes. Tu vois. Donc, je sais pas si c'est les soldes. On va voir si c'est les soldes. Il y a des clubs pour lesquels c'est jamais les soldes. Je pense quand tu viens toquer à la porte des grands magasins, les produits sont rarement en solde. Quand t'es le Real Madrid et que t'arrives, peu importe où, ça peut être à Bournemouth, les soldes vont vite disparaître. Et donc, les potes, c'est bon, on a parlé de la météo, on a fait notre truc de boomer. Maintenant, c'est l'heure de partir sur le mercato du Real Madrid, le grand virage opéré par le plus grand club du monde qui sort d'une des pires saisons de son histoire récente. Ça doit être la grande transformation. Bien sûr, Xabi Alonso va arriver, c'est quasiment confirmé à l'heure où on se parle. Ancelotti va partir, sans doute pour prendre le Brésil. Il y a beaucoup de travail pour l'ami Xabi Alonso qui retrouve un de ses anciens clubs. Et je suis allé voir un petit peu, je me disais, si on doit réfléchir à la suite, la première chose c'est de faire un petit peu le bilan. Et j'ai regardé les saisons précédentes du Real. Honnêtement, c'est une des pires depuis la deuxième ère Florentino Pérez, depuis qu'il est revenu en 2009. Et je pense la leçon, elle est assez claire de cette saison, parce que c'est la leçon sur laquelle il va falloir construire la suite. C'est que le foot galactique, ça marche pas aujourd'hui. Je sais pas si ça a déjà vraiment marché en vrai, parce que quand il y a eu la première ère des Galactiques, premier mandat Florentino Pérez entre 2000 et 2006, bon, il achète grosso modo un énorme joueur par an, et sur les 3 premières années, Figo 2000, Zidane 2001, Ronaldo R9 2002, pas mal, des bonnes saisons bien sûr. Le Real, je pense, gagne 2 titres de Liga sur cette période, gagne la Champions évidemment. Ok, pas trop mal. Après, été 2003, ils vendent Makelele, ils achètent Beckham, puis 2004, ils achètent Owen. Sur les 3 saisons qui ont suivi, et c'est les 3 dernières du premier mandat de Florentino Pérez au Real Madrid, il n'y a aucun titre en Liga. Et il y a des éliminations, 2 fois en 8e de finale de Champions, 1 fois en quart. Je crois qu'il y a juste une petite Super Coupe d'Espagne qui est gagnée. C'est des saisons catastrophiques, vraiment très mauvaise saison. Et ouais, je crois que aujourd'hui, on a vu que le galactiquismo, le foot galactique, l'empilement de stars, ça marche jusqu'à un certain point. Il y a pas mal de Ligue des Champions quand même qui ont été pris par le Real sur les dernières années. Mais là, il y a eu une pièce de trop. Cet été, le Real Madrid a perdu Toni Kroos. Il l'a pas remplacé par, mais grosso modo, le gros départ c'est Toni Kroos, la grosse arrivée c'est Kylian Mbappé. Ok, c'est un pas de trop franchi en direction d'un football méga star. Et la réalité c'est que aujourd'hui, c'était un club début de saison là, c'était un club champion d'Espagne en titre avec 95 points. Aujourd'hui, cette année, ils vont finir avec à peine plus de 80. C'était un club champion d'Europe en titre. Bon, ils ont fini sans jamais avoir fait vraiment illusion.
battu par Arsenal 2 fois, match aller, match retour. Ah bon, ton Arsenal, c'était quand même l'Arsenal de Yacoub Kivior, de Mikel Merino en 9, de Gabriel Martinelli. Voilà, vous n'êtes plus là, vous n'êtes pas en finale, vous avez été éliminé au tour d'après, vous-même battu 2 fois. Ce Real a été, franchement, a pas fait illusion, battu 5-1 sur les 2 matchs. Et c'est un petit peu à l'image de tout ce qu'on a vu le Real Madrid cette saison faire. Contre Milan, je me souviens à Santiago Bernabéu, ils avaient déjà pris une dérouillée. Contre Liverpool, ils avaient été explosés, ils ont perdu 4 classicos. Depuis peut-être 2018-2019, avec 2018-2019, l'année du départ de Ronaldo, l'année Lopetegui, Solari, l'élimination contre l'Ajax, et après Zidane qui arrive toute fin de saison après l'élimination. Je pense que ça, c'est les 2 pires saisons du deuxième mandat de Florentino Pérez avec l'actuel. Donc quasiment tout est à reconstruire, et avec l'idée phare principale pour moi, c'est la leçon évidente. Il faut un retour arrière dans le galactisme, et il faut quelque chose de beaucoup, beaucoup plus sobre, un peu plus terne peut-être, moins flashy, plus fonctionnel. Je sais pas, le mec il est venu avec un costume rouge, avec un chapeau de pimp. On dirait, genre, je sais pas, il a une dégaine à la 50 Cent et puis Snoop Dogg dans le clip P.I.M.P. pour les anciens. Et puis tu me dis qu'il faut qu'il soit moins flashy. Alors que là, tu m'as dit tout à l'heure qu'ils ont fait David Beckham. Après, ils ont fait Michael Owen, qui était Ballon d'Or. Beckham, c'était le gars le plus bankable marketingment parlant au monde à ce moment-là, Spice Girl, machin et tout ce qui s'ensuit. Et puis là, tu me dis qu'ils ont fait Bellingham et là, ils vont faire Trent Alexander-Arnold. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont sur les mêmes trends, frérot. J'ai l'impression qu'en fait, il y a rien qui va changer. J'ai pas l'impression que les gars, ils vont commencer à se mettre en jogging. Ils vont pas s'habiller en jogging. Ils vont mettre leurs mocassins. Ils vont venir, ils vont s'habiller. C'est la sapologie et c'est ça que le Real Madrid fait. Maintenant, évidemment, je suis là en train de caricaturer et puis tout cela, mais la vérité, c'est que faut qu'il soit sérieux. Faut qu'il devienne un peu plus modeste, un tout petit peu, tu vois. C'est un peu ça que j'ai envie de dire, tu vois. C'est-à-dire, oui, c'est ce que tu dis, moins flashy, un peu plus modeste. Et la modestie, des fois, elle passe aussi à travers certains choix qui sont pas des choix qui sont basés sur le galactisme. Et c'est ça le problème au Real. Moi, je me pose des questions à savoir. Parce que la première question que je me suis posée cette saison, à la fin de la saison, j'étais comme, dans chaque club, chaque saison, il y a un jeune, 2 jeunes, 3 jeunes qui percent, on les connaît pas et tout et tout. Mais au Real, c'est qui perce? Au Real, personne ne perce. Au Real, personne ne perce, en fait. Tu perces d'abord, tu perces à l'extérieur, après tu viens, tu vends des maillots. En fait, il y a une culture, il y a une ambiance, il y a quelque chose que Florentino Pérez, c'est ça qu'il aime, c'est sur ça que ça marche, c'est comme ça qu'il vend, c'est comme ça qu'il rentabilise. C'est ça le brand Real Madrid. Donc, aujourd'hui, moi, j'ai l'impression que il faut trouver un bon équilibre entre trouver quelqu'un qui est capable de travailler dans ces conditions-là et d'aller chercher le maximum possible de cette équipe-là, tout en construisant un projet de jeu cohérent. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est une question de projet de jeu. C'est à un moment donné, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, gagner par hasard, ça va devenir de plus en plus difficile dans les prochaines années. C'est ce que les gars faisaient avant, là, où ils nous trompaient 1, 2, 3, ratata, ils gagnaient des titres et tout. Quelle que soit la compétition, Coupe du Monde des clubs, tout ça là, on va voir là, dès bientôt, gagner par hasard devient de plus en plus rare. Il faut avoir un style de jeu, il faut avoir une philosophie et tout. Mais au Real, la philosophie, j'ai l'impression, c'est make money. Donc, à la fin de la journée, j'ai envie de dire que ouais, il va falloir que ça change. C'est un peu le but de ce qu'on va discuter aujourd'hui. Moi, j'ai quelques prospects au Real qui sont des prospects pas très clinquants, mais très pertinents. Tu vois. Ah, c'est les bonnes affaires. Ouais, mais en fait, ils vont coûter cher. Mais ça va rentrer pas dans l'idée du galactique. En fait, il faut enlever l'idée du galactique, tu vois. Tout à l'heure, tu as dit un truc pertinent. Tu as parlé de Claude Makelele. Mais j'ai toujours dit que tout commence avec Claude Makelele. C'est Claude Makelele le début. De nous, en tout cas, de notre génération. Quand Makelele est là, ce joueur de l'ombre que tu ne vois pas et tout cela, il faisait un travail incroyable. Il a quitté ce Real Madrid-là, ils ont enchaîné les comptes performances en Ligue des Champions et tout ce qui s'ensuit. Il a fallu qu'on retrouve des années plus tard un Casemiro qui soit capable de faire ce travail de l'ombre-là. Aujourd'hui, le Real a un problème sincèrement au milieu de terrain. Donc pour moi, c'est ce que je me dis. Je me dis, ce genre de profil-là, des profils comme Casemiro, c'est pas des profils qui sont très vendeurs, c'est pas des gars, mais c'est des gars qui travaillaient dur. C'est des gars qui étaient là pour abattre le sale travail, pour faire des tacles, pour colmater. Le problème de Casemiro est incroyable. C'est pas parce qu'il a United aujourd'hui et qu'il galère que United galère qu'on va se moquer de lui. Donc, c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, ils doivent aller vers une autre philosophie. Et t'as raison, t'as parfaitement raison. Moins flashy, plus modeste, pour plus de performance. Donc c'est clair et net que le premier problème du Real Madrid, quand tu regardes toute cette équipe jouer cette saison, quand tu regardes les chiffres aussi, c'est défensivement. En Liga, 38 buts encaissés en 36 journées. C'est même plus que le Barça.
le Barça a pas une bonne défense. Le Barça part du principe qu'ils vont simplement écraser leur adversaire offensivement. Ils font ce trade-off fliquin de marquer 2 buts de plus, de gagner les matchs 5-2, etc. Et ils le font, effectivement. Mais le Real a 2 buts de plus encaissés que le Barça, avec 20 buts de moins marqués. Donc, marquer 100 buts par saison en Liga, difficile. Passer de 38 buts marqués quand t'es le Real Madrid. Quand t'es le Real Madrid, qui à une époque était le Real Madrid de Keylor Navas, Varane, Ramos, Casemiro devant, Benzema qui presse, et puis après Courtois, Militao, Alaba à leur prime, par exemple finale de LDC 2021 contre Liverpool, le triangle de fer là qui sort un match spectaculaire. Le Real Madrid, ça fait aussi partie de leur identité, et depuis longtemps en vrai. Bien sûr, il y a le galactisme, mais ça fait aussi partie de l'identité du Real Madrid, d'être dur à battre parce que tu leur marques pas beaucoup de buts, parce qu'ils sont forts défensivement. C'est aussi partie de l'identité de ce club. Et je crois que dans l'animation actuelle du Real Madrid, évidemment, c'est là qu'il y a le plus gros problème. À une époque, on se disait peut-être, ouais, suffisamment de liberté individuelle pour les joueurs offensifs, suffisamment ils préservent leur énergie, ils limitent leur effort, et après, ils ont tellement un supplément de qualité par rapport au reste, ils peuvent allumer la lumière à tout moment, et c'est ça un petit peu la base de ce football galactique. Mais aujourd'hui, ouais, je pense qu'on arrive effectivement à un point. Tu regardes les équipes qui sont performantes aujourd'hui en 2025, les 2 équipes qui sont en finale de Ligue des Champions, le Barça de Flick, le nouveau Liverpool de Slot, ils sont pour beaucoup d'entre elles, à part l'Inter, mais sinon c'est des équipes jeunes en plus. Barça, 2e équipe la plus jeune de Liga, dans le top 10 des plus jeunes des 36 de LDC. Le PSG, 4e équipe sur 36 la plus jeune de LDC. Beaucoup de jeunes joueurs. Elles sont pas là juste cette année. Ça, c'est les adversaires du Real sur les 5-6 prochaines années. Et la manière dont elles sont bâties et la manière dont elles fonctionnent aujourd'hui, pression intense, grosse dépense d'énergie, faire les efforts, ça, c'est la base du succès en 2025. Mais ça va durer pendant un moment. Et ces cylindrées, elles sont là et elles vont tourner à plein volume pendant encore un moment. Donc, il faut que le Real Madrid revienne à niveau de cette manière de jouer en 2025, qui est très différente de sa manière actuelle. Je pense aujourd'hui, bien sûr, t'attaques avec ballon, mais pour beaucoup des équipes qu'on a décrites, avec leur énorme pressing, elles attaquent aussi sans ballon. T'es pas obligé d'attaquer avec ballon aujourd'hui dans le foot. Tu peux gagner des ballons très très hauts. Bien sûr, le gegenpressing, c'est toute cette idée. Tu vas générer des offensives méga dangereuses. 5-6 passes après avoir récupéré le ballon dans le tir adverse, avec de la pression sur 6 mètres, en mettant ta dernière ligne à la médiane, et ça, tout ce qu'on connaît du foot actuel, le bloc haut, etc. Et aujourd'hui, il faut savoir défendre en attaquant. Le Real Madrid défend pas en attaquant. Le Real Madrid défend en attendant. Ils sont bloc médian, ils sont assez passifs, et ils attendent grosso modo que ça se passe, qu'ils récupèrent le ballon d'une manière ou d'une autre, et là, ok, ils peuvent mettre en place leur identité, si on peut appeler ça, extrêmement fluide, libre, stellaire, qui brille, galactique. Mais il faut déjà qu'il y ait un changement d'attitude complet par rapport à ça. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on l'a vu tout au long de cette saison, ça a ressemblé, oui, à la MNM, ça a ressemblé au 7+3, c'était souvent du 8+2, avec grosso modo un 4-4-2 très Ancelotti, Mbappé et Vinicius qui faisaient pas vraiment les efforts, cette première ligne percée, et tu te retrouves à 8 en train de défendre, parfois à 7. Donc très très difficile, ça c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même des joueurs avancés qui aiment presser au Real Madrid, qui aiment faire les efforts, qui sont un peu des chiens. Je pense que sur Bellingham, Valverde, Rodrigo par exemple, tu peux construire quelque chose. T'as des joueurs qui ont ça un petit peu dans leur trip. T'as des joueurs qui ont la grinta, la garacharwa uruguayenne pour Valverde. T'as le bad boy de Birmingham en Jude qui déteste ne pas avoir le ballon et qui peut faire ses efforts agressifs. T'as une base sur laquelle construire quelque chose. Et bon, ça c'est sans doute la première pierre de ce qui doit changer au Real Madrid et le premier gros chantier pour Xabi Alonso. Mais bon, ça on le sait. En vrai, tout ça, là, on a 15 minutes de vidéo, tout ça on le sait en vrai. Maintenant, la question que j'ai envie de te poser, dans ton mercato idéal du Real Madrid, t'es Xabi Alonso, t'arrives, t'as les coups des franges, tu peux faire ce que tu veux. Est-ce que déjà tu gardes Vini et Mbappé ?
C'est une bonne question, hein. Est-ce que tu gardes Vini et Mbappé? C'est une très bonne question. Déjà Mbappé, t'as pas le choix, il est sous contrat, il peut pas partir. La question, je pense, c'est plus est-ce que Vini il part ou pas. De ce que j'ai pu voir là, Vini apparemment, il y a je sais pas si c'est vrai, mais j'ai vu dans la presse espagnole, il voit que pour le renouvellement de contrat, Vini il est aux alentours de 30 millions par année net. Le Real n'est pas prêt à bouger au-dessus de 20 millions. Bon, donc comment est-ce que tu gères cette situation-là déjà financièrement en te disant que le boy il va te coûter très cher? Vini est un très bon joueur. Moi, j'estime que c'est un très bon joueur, mais est-ce que c'est un joueur qui va cadrer avec ce que veut faire Xabi Alonso, c'est autre chose. Est-ce que c'est un joueur qui va cadrer dans la philosophie de Xabi Alonso avec un Kylian Mbappé aussi, c'est autre chose. Quand je vois un peu ce qu'il a, les attaquants avec lesquels il a joué à Leverkusen, c'est pas vraiment ce type d'attaquant-là, tu vois. Donc lui, peut-être que si tu lui ramènes Haaland, ça règle plus son problème, je sais pas, tu vois. Donc il y a un type d'attaquant, je pense que Xabi Alonso, il aime bien dans son système-là, avec les pistons et puis 3 derrière. Donc c'est une bonne question, je sais pas. Franchement, je sais pas. Mbappé, c'est sûr, il bouge pas. Vinicius, moi, j'ai l'impression, en fait, je sais pas si le même été, ils peuvent perdre Vinicius et Rodrigo, c'est la question que je me pose. Donc, c'est pour ça que j'ai l'impression que Vini va rester et j'ai l'impression que le chantier offensif au Real sera minimal. Moi, c'est mon feeling, j'ai l'impression qu'en fait, Xabi Alonso n'aura pas le choix, il sera obligé de faire avec ce qu'il y a. C'est-à-dire que lui, les seules choses où il peut changer, c'est en défense et au milieu de terrain. Mais franchement, je pense parce que même, j'ai réfléchi à pas mal de trucs, j'étais comme, mais attends, ils sont en train de parler des Florian Wirtz, des machins, les gars à gauche, à droite, je sais pas, n'importe quel type de n'importe quel genre n'importe quel joueur de ce type-là offensif. Et j'étais comme, mais tous ces mecs-là, aujourd'hui, malheureusement, au Real, ils auraient pas de place, en fait. Il y a trop de mecs, là, qui sont bloqués au Real. Il y a trop de petits. Un petit comme Arda Güler, il va falloir qu'il soit développé. Donc, s'il ne bouge pas, il va falloir que Xabi Alonso l'utilise d'une certaine manière, qu'il l'utilise bien. Et Xabi Alonso, je pense qu'il sait bien travailler avec les jeunes, tu vois. On a eu un Wirtz ici qui sortait des ligaments croisés, machin. On pensait qu'il allait plus jamais jouer au football. Le gars l'a remis au top du top, en fait, en termes de, je sais pas, de plein de choses, tu vois, de système de jeu, d'être à l'aise sur le terrain, de pouvoir évoluer. Donc, c'est pour ça que je pense qu'offensivement, il y aura pas beaucoup de changements. Si j'étais Xabi Alonso, franchement, c'est presque statu quo, quoi, je dirais. C'est presque statu quo à la minute où peut-être t'en perds un, mais on va voir comment ils vont se gérer. Par contre, derrière, sincèrement, derrière, tu peux virer facile 7 mecs. Et derrière, c'est aussi un chantier hyper important parce qu'on a parlé des problèmes défensifs du Real qui viennent en grande partie du fait qu'il n'y ait pas vraiment d'animation, il n'y a pas vraiment d'idée sans ballon, c'est défendre en attendant. Mais c'est vrai aussi que l'autre jour, le Real s'est présenté contre le Barça là en Liga, sur la ligne de 4, il n'y avait aucun titulaire du début de saison. Aucun titulaire du début de saison parce que Militao se fait 2 fois les croisés du coup sur la dernière année. C'est dramatique, mais à 27 ans, il est fini. 2 fois les croisés, défenseur central comme ça, à 27 ans, c'est fini. Alaba, il s'est fait les croisés, ça a duré plus d'1 an. Il est revenu, il a eu 2 petites rechutes, et c'est son historique des blessures sur Transfermarkt, il y a 4 pages, il est fini. Militao, Alaba, c'est fini. Carvajal, très très difficile. Carvajal, à cause des problèmes de blessures, il a raté énormément de matchs cette saison. Et son remplaçant, Lucas Vazquez, ça a été une catastrophe absolue à droite. Tellement de buts du Real sont venus de sa zone, que ce soit la couverture du second poteau, que ce soit la profondeur, que ce soit même des erreurs toutes bêtes, comme des passes en retrait mal ajustées, et tu donnes une occasion, comme à Rafinha par exemple l'autre jour, dans le match de Liga. Très très difficile cette ligne de 4. Et Mendy aussi régulièrement blessé, même quand il est là, donne pas forcément satisfaction, et il va déjà avoir 30 ans dans 1 mois. Ça va vite, hein, Ferland Mendy, 30 ans. Ouais, je me souviens quand il venait du Havre à l'OL, que c'était jeune latéral gauche prometteur de Ligue 1 et tout. Voilà. Ferland Mendy, bientôt, jouait pas avec les Samuel Umtiti à Lyon, là. Voilà, exactement. Donc, voilà, ça c'était, à un moment, c'était ta ligne de 4. Mendy, Carvajal, les côtés, Militao, Alaba, ta charnière centrale. Par exemple, Militao Alaba, c'était la charnière centrale contre Liverpool, la finale de LDC 2021 dont on parlait. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Il y a Rudiger. Lui, il a joué. Lui, il a été là cette saison. Bon, il a connu des petits moments où il a clairement dérapé. Mais lui, il a joué. Lui, il a été là.
le Real Madrid de Xabi Alonso va construire sur son puncher Antonio Rudiger. Et aussi lancer de poids, c'est pas que la boxe, c'est aussi très à l'aise sur. Il peut faire des distances olympiques. C'est un Allemand quand même. Rudiger, franchement, j'aurais dû lui passer ma sandale ce jour-là. Oui, c'était absolument très approprié pour une bonne petite sandale africaine. Ça, c'était clairement la chose à lancer à ce moment-là. Ils se sont découverts Raúl Asensio. Ok, ouais. Je suis intéressé. It's locked up, man. Lui aussi, c'est un combattant. Lui aussi, il aime bien la bisbille. Intéressé de voir, mais c'est vrai que dans la saison catastrophique défensivement du Real Madrid et cette vraie saison noire, pour ne pas dire saison blanche, il y a eu quelques titres mais mineurs du Real, c'est vrai que la ligne de 4 défensivement, voilà, c'est pas que le 8-0, c'est pas que le fait d'avoir été sans structure, sans idée, c'est aussi, il y a eu beaucoup de gros problèmes de blessures et il y a une reconstruction énorme à faire là. Au milieu de terrain, c'est intéressant. Il y a quand même pas mal de ressources, hein, mine de rien. Il y a de quoi faire, je pense, mais il n'y a pas de Granit Xhaka vraiment. Donc ça m'intéresse beaucoup. Et bref, moi je me suis fait ce petit papier, j'ai quelques noms. Je pense, Stan, est-ce qu'on essaie de bâtir un petit peu les contours de l'effectif madrilène, genre un 11 Xabi Alonso-esque? Déjà, même niveau système, est-ce que tu le vois partir sur une défense à 3? Comment est-ce que tu imagines les choses? Moi, je pense qu'il va... Parce que ça dépend des recrutements qu'il va faire et des joueurs qu'il va prendre. Mais je pense que la défense à 3, avec des pistons très offensifs, peut être une option assez pertinente. Mais d'un autre côté aussi, elle peut être non pertinente au Real. Vu qu'au Real, tu joues avec des ailiers qui collent la ligne, je sais pas est-ce que c'est pertinent forcément d'avoir des pistons. Parce que tu vois le travail de Frimpong là. Le travail de, comment il s'appelle l'autre frérot du Benfica là, qui était au Portugal. Carreras? Non, c'est Grimaldo, non? Grimaldo. C'est ça. Le travail des boys là, en fait, finalement, c'est presque face à des équipes où Leverkusen a la possession, ils ont le contrôle et tout. Les boys, c'est des offensifs en fait, tu vois. C'est des boys. En fait, finalement, ils ont pas besoin de beaucoup défendre dans le match, tu vois. C'est quand ils jouent face à des oppositions qui les fatiguent plus que là le bloc il descend et que là ça passe à une défense à 5. Mais en réalité, ça joue vraiment presque avec une ligne offensive de 4 ou de 5 devant. Donc, est-ce que c'est pertinent d'avoir des pistons si t'as Vini qui va coller une ligne là-bas, si éventuellement tu vas recruter peut-être un ailier sur le côté gauche ou que tu vas former ton Arda pour qu'il colle l'autre ligne, je sais pas comment il va se gérer. Est-ce que c'est pertinent d'avoir des pistons? C'est une question que je me pose, mais je pense que le système le plus équilibré pour Xabi Alonso la saison prochaine en Liga, vu tous les problèmes qu'ils ont défensivement et vu aussi, et je l'espère, je sais pas s'il va réussir à faire courir les gars devant, c'est de jouer à 3 derrière. Donc ouais. Et à 3 derrière, moi j'ai un très bon piston gauche pour lui. Franchement, j'ai un bête de piston gauche, en fait. Moi, je sais qu'il viendra pas à Arsenal. Et franchement, je dis, si le Real, ils font ce piston-là, ils ont réglé un petit problème pendant au moins 2-3 ans. Sans problème. 2-3. C'est pas un bébé hongrois, si? Si? Je sais que tu l'aimes bien, le petit Milos. Non, il est trop fort. Il va venir dans un pack avec Huysen, je crois. Non, mais je te dis que s'ils font le doublé, Milos Kerkez et Dean Huysen, franchement, et il faut qu'ils soient prêts à sortir l'argent. Wilou, je suis désolé, faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle. Wilou, on est en famille ici, franchement, tout le monde est là, tranquille, c'est toutes les communautés football, mais faut qu'on en parle. Faut qu'on fasse une intervention. On peut pas continuer comme ça. Franchement, faut que le Real nous respecte. Faut qu'ils apprennent à sortir l'argent. Tu peux pas être le plus riche et être celui qui dépense le moins. C'est pas possible. En fait, tu peux pas être le plus riche et être tout le temps là à attendre les petites. C'est quoi ton problème, frérot? Nous tous, on a de la galère, Florentino. Nous tous, on galère en termes d'argent. Eux, ils ne galèrent jamais en termes d'argent, mais ces bandits-là ne recrutent jamais. Pourquoi? Parce qu'ils ont le statut. Pourquoi? Parce que eux, en fait, le Real, ils arrivent, ils te charment avec des mots. Je sais pas ce qu'ils te disent. Je sais pas ce qu'ils te disent, en fait. C'est facile. Tu sais, il y a un badge avec écrit 15 sur la manche gauche, là. Il y a pas besoin de beaucoup plus, je pense. Ils vont avoir que des gars. Qu'est-ce que j'ai vu la dernière fois? C'était même pas un joueur. Je te jure, je sais pas c'était quel truc où ils ont dit que le Real va attendre encore 2 ans pour avoir ça gratuitement. Je sais pas c'était quel deal. C'était même pas un joueur de football.
Ils sont injouables. Je te jure, eux, ils ne dépensent pas 1 euro, mais ils rentabilisent des millions d'euros. Franchement, mes respects, parce que c'est incroyable comment, tout le temps, à chaque fois, c'est des trucs on attend la fin de contrat, il reste machin 1 an et tout, donc, ouais, c'est incroyable, c'est incroyable. Donc, ouais, Milos Kerkez, moi, je le vois bien sur le côté gauche. Effectivement, ben alors c'est intéressant parce que quand tu regardes un petit peu les discussions Mercato Real Madrid, la question du piston gauche revient beaucoup parce qu'on se projette dans l'idée d'un 3-4-2-1 ou 3-4-1-2, en tout cas base à 3, double pivot stanien, double pivot vraiment très Stan Diop et ensuite les pistons droite-gauche. Et il y en a un a priori à droite qui arrive, mais j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Et à gauche, c'est vrai, pour l'instant, il y a personne. Tu vas pas mettre Ferland Mendy, en plus il est pas toujours disponible et c'est pas un piston. Fran Garcia donne pas satisfaction, vraiment. Donc bon, il faut un piston de top qualité. Ils étaient sur Alphonso Davies, ça s'est pas fait. Qui est-ce que tu prends? Parmi les options, les noms qui reviennent, j'ai entendu parler d'Alvaro Carreras, je suis d'accord, j'aime bien. Moi, je me souviens dès son match, le match Benfica-Barça contre Lamine Yamal, le 5-4, là, avant la phase d'élimination, il avait été vraiment très bon, il lui faisait mal, il a une top qualité de centre, il a une bonne projection, ses chiffres avancés de dribble sont bons, malgré le fait qu'il soit assez grand, genre 1m86, je crois, ou pas loin du 1m90. Il a une poussée de balle assez longue, mais quand même, elle lui tient bien au pied. J'aime bien Alvaro Carreras, je pense que ça pourrait être une bonne option. On entend parler de Théo Hernandez. Il faut voir sa fin de période avec l'AC Milan, c'est un petit peu compliqué. En même temps, si tu cherches un latéral gauche de projection, bon, bah, grosso modo, Davies, Nuno Mendes, Balde, Théo Hernandez, c'est un peu le quatuor de la crème sur les gars qui prennent l'espace, qui poussent fort, qui ont une énorme capacité de projection, et effectivement, ça pourrait t'apporter du volume sur le long de ligne. On parlait à une époque à l'AC Milan ensemble du couloir Guépard-Panthère, Théo Leao, bah, tu peux faire peut-être Théo Vigny, et ça marche assez fort comme ça. Donc, ok, j'aime bien. J'avais Kerkez, effectivement, dans ma petite liste. Moi, un nom que je vais mettre comme ça, qui m'a aussi, depuis 1 an, vraiment tapé dans l'œil, et a fortiori en Ligue des Champions, là, sur le parcours qui a été un petit peu oublié, parce que mine de rien, ils sont vite sortis, mais ils ont montré des choses très intéressantes. C'est Bruges, et c'est le petit Maxime de Kuyper, 24 ans, qui pour moi a à peu près tout ce que tu veux à cette position. Très bonne capacité de projection, intelligent, complet, 24 ans, donc encore de la capacité de progression. J'aime bien de Kuyper. Je pense qu'il a montré en Champions qu'il avait de vraies qualités, contre l'Atalanta notamment. Bon, je ne sais pas si le Real Madrid irait dessus, mais pour moi, ça fait partie de la shortlist que tu peux constituer, et on verra qui y prendront. Il y a la question pour moi du défenseur central gauche, qui est peut-être en train d'être résolu avec Huysen, qui est droitier mais ambidextre. À Bournemouth, souvent il joue à gauche, Zabarni à droite. Ça fait une paire pas mal. Ouais, les matchs de terroristes de Saddam Hussein, les mecs là, ils sont trop bêtes. Franchement, sur les réseaux sociaux là, en fait, vous, on doit vous enfermer. Vous allez à l'école pour faire des bêtises. C'est bien. J'aime bien parce que moi, ça fait un petit moment que j'ai déconnecté de Twitter maintenant, mais avec toi, tous les jeudis, j'ai un petit peu la crème de la crème des messages qui ressort, et comme ça, je peux prendre un petit peu la température de l'écosystème, c'est cool. Donc on retient Saddam Hussein, défenseur central gauche, potentiellement. Et moi, je me disais aussi, dans l'idée, souvent, parfois, tu as des entraîneurs qui ramènent dans leur valise des joueurs, ça a très bien marché dans leur système. Ils peuvent donner les idées au vestiaire, ils peuvent être une bonne courroie de transmission, etc. Donc, c'est pour ça déjà que Grimaldo, en tant que piston gauche, pourquoi pas. Il est sous contrat 2 ans encore à Leverkusen. Il n'est pas jeune non plus, je pense. Il a 29 ans. Donc peut-être il peut dépanner 1 an ou 2 ou quoi. Mais sinon, je pensais en défenseur central gauche à Piero Hincapié, qui a 23 ans, qui est gaucher. Ah, j'avoue, Hincapié, connaît parfaitement le système Leverkusen. Pourquoi pas, c'est en plus déjà un peu une valeur sûre. J'aime bien Hincapié, donc ouais. Ça pourrait être une possibilité sur le poste de défenseur central gauche. Je sais pas si tu avais des noms parmi les défenseurs centraux. On faisait un trio là.
Ouais, après, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je pensais à ce qu'il ramène un défenseur lui-même, en fait, et donc Ouais. automatiquement, j'avais pensé à Jonathan Tah parce que j'étais comme, tiens, voilà un mec qui aujourd'hui est pisté un peu partout, il est en fin de contrat. En fait, ça parle de lui un peu partout, mais ça parle pas de lui qui pourrait suivre son coach. En fait, je me dis pourquoi pas. Mm, Si la relation avec Xabi Alonso, elle est, je veux dire, bonne et tout, pourquoi pas est-ce qu'il pourrait aller peut-être dans ce Real-là, ça aurait été pertinent. Mais j'aime bien Hincapié. Franchement, après, t'as que des top prospects, en fait. Après, tu rentres dans la catégorie des top prospects parce que la réalité au Real, c'était quoi? C'était d'aller chercher un Lenny Euro. C'était voilà, d'aller, ouais. en fait, c'était ça, en fait, les plans un peu. Après, Mm. Manchester United est venu foutre le bordel à 1 an de la fin du contrat du boy. Tu vois, à force de vouloir attendre que la fin du contrat, la fin du contrat, la fin du contrat. C'est ce qu'ils ont voulu faire sur Euro. Ils voulaient pas payer plus que 25 ou 30 millions pour la dernière année. Dans le fond, ils ont peut-être pas tort. United a pris le risque, ils ont mis 70 ou je sais même plus 60 et quelques. Donc ouais, ça te donne pas beaucoup de top prospects qui restent aujourd'hui sur le marché. Donc de petits prospects pardon. Donc tu rentres dans les top prospects. Donc là, tu rentres dans quoi? Dans ce que tu entends parler, dans du Saliba, dans du Konaté et puis tout cela. Mais la réalité de la chose, c'est de savoir le Real peut attirer pas mal de ces joueurs-là, mais est-ce que ces boys-là ont intérêt aussi à quitter les environnements dans lesquels ils sont, qui sont des environnements qui sont quand même plutôt performant, tu vois. Donc ouais, moi je dirais que en défense centrale, je vois pas beaucoup d'options. Je vois pas vraiment énormément d'options. En fait, je vois plus des options sur les côtés. Je vois plus des options genre en termes de latéraux et tout. Mais je vois pas énormément d'options top ranking qui me viennent en tête comme ça par rapport au Real Madrid, quoi. Tu vois, Mm. sur cette nouvelle saison avec Xabi Alonso, parce que je me Ouais. dis à la fin de la journée, ton Rudiger normalement il devrait rester. Ton Asensio, on va voir si ses affaires se règlent et machin, et qu'il n'y a pas de problème par rapport à sa situation en ce moment avec la justice. Normalement, il devrait rester, il devrait jouer. Ça te donne déjà là, t'es déjà assez bien parti. Après le reste, c'est vraiment une question de gestion. Parce que moi, dans ma tête, il y a plein d'autres choses qui arrivent, Willou. Parce que tu me parles de défenseurs centraux, tu me parles de recrutement. Le Real, ils sont pingres. Ils payent pas d'argent. Donc, tu t'attends pas à ce qu'ils arrivent et qu'ils se disent, en fait, c'est rare, en fait. Tu vois, de temps en temps, ça leur arrive. Tu vois, Mini, Kamavinga, machin, Bellingham. Tu vois, ils peuvent se fâcher de temps en temps d'un mercato à un autre. Mais généralement, ils sont pingres. Donc, moi, je pensais plus à des réajustements. Donc, moi, dans ma tête, je me disais, est-ce que tu vois, Mini, Xabi Alonso n'en fait pas un défenseur central? Genre, et là, à partir de ce moment-là, tu viens de faire rentrer un troisième central dans ta rotation, en attendant, comme tu dis, peut-être de recruter un Hincapié. C'est un profil que j'aime bien d'ailleurs, et puis tout, tu vois. Et là, parce que tu vas recruter un milieu de terrain, parce que tu as besoin d'une sentinelle devant ta défense, parce que tu as besoin d'un numéro 6, d'un gars qui a le volume de jeu, la vision, là, j'ai quelques prospects assez intéressants. Donc, je me demande, en fait, c'est quoi l'avenir de Tchouaméni? C'est une question que je me suis posée la dernière fois. J'étais comme Tchouaméni, c'est un très bon joueur. Franchement, on va le respecter quand même. Il est au Real Madrid. Bon, on peut le critiquer sur, je sais pas moi, sur pas mal de choses. Bon, je connais les réseaux sociaux, les gens vont te critiquer et tout. Mais c'est un boy qui fait sa carrière. Mais est-ce qu'il cadre forcément dans ce milieu de terrain-là? Tout à l'heure, tu m'as dit Granit Xhaka, machin et tout. Il y a quand même un style de jeu. Xabi Alonso lui-même était Oui. un style de milieu de terrain. C'est pas un mec lambda, Xabi Alonso. C'était un excellent joueur de football. Un joueur de football hors pair, genre. Tu vois. Donc, ce style de milieu de terrain-là, est-ce que je le vois en Aurélien Tchouaméni? En date d'aujourd'hui, j'ai envie de dire non. Mais est-ce que je vois Aurélien Tchouaméni dans une défense à 3, être un peu plus relax, être au milieu, faire des relances, des longs ballons et tout ça? Oui. Donc, c'est pour ça que moi, je pense qu'en termes de mercato, moi, si j'étais au Real, je gère latéral gauche, latéral droite a déjà géré avec Trent, je gère mon milieu de terrain et je gère un défenseur. Alors, le milieu de terrain, justement, parce que je me suis un petit peu posé la question du système potentiel de Xabi Alonso. On parle beaucoup de la défense à 3, le 3-4-2-1. Sur la dernière saison, il y a eu beaucoup de 4-4-1-1. Il a fait énormément de 4-2-3-1 au début avec la Real Sociedad. C'était un peu son système fétiche. Je pense que s'il y a une constante dans les choix tactiques de Xabi Alonso, c'est le double pivot. En ce sens, il te ressemble. Il commence toujours avec le double pivot. C'est vraiment le cœur du réacteur. Dans toutes les configurations tactiques, il y a 2 gars au milieu. Il y a un gars, surtout, c'est Granit Xhaka, qui a joué la saison dernière 4100 minutes, qui a joué cette saison actuelle 4200 minutes. C'est le joueur le plus utilisé en Bundesliga, je crois, le joueur de champ. C'est en tout cas le joueur le plus utilisé par Xabi Alonso depuis qu'il est là. Et il est tout le temps là. Donc, avec ce Real Madrid, il y a un peu la question, qui va être le Granit Xhaka de ce Real 2025-2026? Et après, qui est-ce que tu mets à côté? Ça, pour le coup, ça a pas mal
varié. En gros, entre deux options, et je pense que c'est plus... Bon, déjà, il y en a eu un au début qui avait un petit problème de blessure, mais après, ça a été un peu d'ajustement en fonction des matchs. Tu vois, en fonction des configurations, tu as soit une option très très défensive, c'est Robert Andrich, soit une option un petit peu plus équilibrée, qui perce un petit peu plus de lignes par la passe, un peu plus de projection, c'est Palacios. Donc souvent, c'était Chaka Palacios dans les matchs où tu dois créer un petit peu plus, où Leverkusen sentait cette opportunité, et Chaka Andrich dans des matchs un petit peu plus de contrôle, et c'était peut-être aussi en ajustement avec combien d'autres joueurs offensifs mis sur le terrain. Est-ce que tu avais une ligne de 4 avec 4 défenseurs centraux? Dans ce cas-là, tu mettais peut-être plutôt... enfin, Xabi Alonso, toi, tu faisais rien, mais Xabi Alonso mettait plutôt... Toi, tu faisais des vidéos à ce moment-là, mais lui, il mettait plutôt Palacios à côté de Xhaka. Donc, il y a la question de qu'est-ce que tu fais de ce double pivot. Et moi, en vrai, je crois que le Xhaka de Xabi Alonso, je me demande perso si ça doit pas être Trent Alexander-Arnold. Moi, là où je voyais Trent, c'était de me dire que dans un système à 3, je pense qu'il y a assez de liberté, dépendamment de c'est qui ton central du côté droit. Tu as assez de liberté peut-être pour pouvoir faire jouer Trent un tout petit peu à l'intérieur. Maintenant, ça dépend de comment lui il va se lancer. C'est vrai, c'est une très bonne question, le repositionnement de Trent. Est-ce que Trent, finalement, il part pas en fait au Real, peut-être parce qu'il a possiblement des garanties par rapport à un repositionnement qui pourrait lui mieux l'arranger, tu vois. C'est quelque chose que je vois. Par contre, je sais pas, c'est très pertinent. Mais en fait, moi je vais te dire moi ma logique. Vas-y. Comme toi tu m'as dit ta logique, moi je vais te dire ma logique. Moi je voyais une équipe du Real moi je vois une équipe du Real où je me dis il y a déjà des éléments au milieu de terrain qui sont très pertinents. Dépendamment de comment il joue, s'il joue avec un double pivot, je me dis dans ce positionnement de double pivot là, il y a pas mal de choix qu'il peut essayer de faire. Fede Valverde est un top player. C'est un joueur qu'on peut pas, je pense, toucher dans cet effectif-là. Je pense que c'est un indéboulonnable. Donc, en termes de volume de jeu, de pertinence, de tout ce qu'il peut t'amener, je pense que tu peux pas vraiment parler avec Fede Valverde. Donc, je pense que double pivot, que ce soit à côté d'un Granit Xhaka ou de quelqu'un d'autre, Fede Valverde reste quand même pertinent, tu vois. D'un autre côté, je regarde Camavinga. Je me dis Camavinga est un excellent joueur. Il a galéré ces dernières mois ou dernières saisons et machin et tout cela. Mais il y a moyen quand même de le remettre au top de sa forme. Il y a moyen de le relancer et puis tout ce qui s'ensuit. Donc, du coup, moi, je pars du principe en me disant que, si t'as Valverde, si t'as Camavinga, ces deux-là au milieu de terrain déjà, t'as peut-être besoin d'un recrutement supplémentaire parce que dans ta rotation, peut-être que t'auras un jeune qui va rentrer, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui va pouvoir aider et puis tout, tu vois. Mais là, je parle dans l'optique où j'ai dit que moi, Tchouaméni, dans mon monde, il est descendu en défense centrale et que au milieu de terrain, je dois recruter quelqu'un. Et c'est là où moi, je ramène deux joueurs possiblement. C'est là où je ramène moi deux joueurs possiblement. Je ramène Enzo Fernandez ou je ramène Alexis McAllister. Parce que je me dis, ces deux boys avec des volumes de jeu qui sont très intéressants et des volumes de jeu, je pense, qui fitteraient parfaitement avec le Real Madrid. Ça te donne deux Argentins. D'un point de vue business, moi, je vais voir Florentino en disant, tonton Florentino, franchement, depuis Di Maria, je pense, t'as pas eu un boy argentin pertinent. C'est bien le marché argentin. On vendait pas mal de maillots là-bas. On faisait de l'argent, Florentino. Florentino, c'est comme ça, il faut lui vendre ça. Tu dis, tonton, on faisait de l'argent. On faisait de l'argent. Là, t'as deux champions du monde que j'ai à te proposer. Deux top players qui, quand même, sont très intéressants dans leur club, dans les positionnements dans lesquels ils jouent. Moi, je pense que c'est deux joueurs qui pourraient fitter et qui pourraient être ton Granit Xhaka. Moi, c'est comme ça que je voyais ça, tu vois, dans l'optique. Parce que je sais pas, moi, Trent, tu sais, moi, Trent, c'est le genre de boy, il est très fort, hein. J'ai beaucoup trop de respect pour Trent. Mais c'est que je sais pas si j'ai confiance en Trent. Tu vois, moi, tu me connais dans les drafts, j'ai confiance en lui. Mais Trent, je sais pas si j'ai confiance en lui, tu vois. Mais je sais qu'il est fort. Donc, je sais qu'il va faire un grand match. Mais je sais pas si, je suis pas convaincu à 100% qu'il va faire le grand match le jour où j'aurai besoin de lui, tu vois. Je sais pas, il y a un truc. Donc, mieux vaut, je sais pas. Donc, peut-être il y a un truc, c'est qu'il est pas très fort défensivement. C'est un défenseur qui est pas très bon défensivement. Non, mais c'est vrai. Il y a un delta qui est massif entre sa qualité avec ballon et ses capacités sans. Il peut perdre 8 duels dans le match, il peut se faire un peu martyriser sur son côté, et t'as 4 occasions qui viennent de la droite, et il fait pas les replis, et il est battu dans son dos, et ça c'est Trent Alexander-Arnold sans ballon, et pourtant, un des meilleurs clubs du monde, depuis des années, un des meilleurs entraîneurs du monde, depuis des années, continue de le faire jouer, parce que ce qu'il fait avec ballon,
une transversale oblique slicée comme ça de 40 mètres et il peut te créer une occasion à partir de rien. Moi, je me souviens quand j'étais allé en Anfield les voir contre City, Alexander Arnold dans le dos pour Mo Salah dans le dos, quand tu es au stade et que tu vois vraiment toute la pelouse, et bah ça c'est un circuit. Il est utilisé une fois sur 10, mais les 9 autres fois, la défense est en panique. À chaque fois qu'Arnold a le ballon, Alexander Arnold a le ballon, c'est une possibilité. Salah peut faire mine de partir dans la profondeur. C'est un circuit qui est méga dangereux et la qualité de son jeu long, la qualité de ses passes progressives, il a le pied droit, mais il a aussi le pied gauche avec lesquels il réussit d'extraordinaires passes perçantes, tranchantes. C'est pour ça, en fait, Xhaka, la qualité numéro 1 de Xhaka, c'est le métronome, le régulateur, mais les passes progressives, tu regardes les chiffres, ils sont délirants. Il joue 9 passes progressives par match, c'est top 2% en Europe. Mais est-ce que tu as l'agressivité? C'est Granit Xhaka, c'est un nerveux, quoi. Lui, c'est un fou, tu vois. Moi, je connais Granit. Combien de cartons rouges il a pris en première ligue? Est-ce que tu as ça en train de, tu vois? C'est pour cela que je pensais à ces bandits argentins-là, ou peut-être à un autre profil, de boys qui ont déjà l'habitude, en fait, de faire ce sale boulot-là, parce que je me dis, Trent, il va falloir un tout petit peu le reformater. Trent, même quand en Angleterre, Gary Southgate l'a fait jouer au milieu de terrain, à côté de lui, il avait mis qui? Il n'avait pas mis un vrai 6. Il n'avait pas mis Henderson ou un truc comme ça, tu vois. Ouais, très possible, Donc, mais c'est pour ça que moi, dans mon 11, dans mon projet de jeu, on disait Xhaka, il a été soit avec Palacios, soit avec Andrich, un peu en fonction des matchs. Moi, je mets Trent soit avec Tchouaméni, match milieu de terrain plus défensif, soit Camavinga, plus de projection, plus de volume, plus de portée. Et encore Camavinga, même sur les tacles réussis, il est à 4 par match, c'est top 2% en Europe. Il a eu un énorme boulot à faire parce que aussi les gars de devant pressaient pas. Et c'est ça aussi que je veux dire dans ce Real Madrid, c'est Camavinga, Tchouaméni, ils ont eu une petite décote de leur popularité récemment. Parce que au cœur d'une saison naufrage, quasiment tout le monde perd un petit peu en popularité, tout le monde est plus exposé, tout le monde fait plus d'erreurs. Mais je pense que l'animation défensive globale, avec derrière aucune protection, genre quasiment toutes tes erreurs, toutes tes passes mal ajustées peuvent se transformer en but. Et devant toi, t'es livré souvent avec des joueurs qui arrivent avec de la vitesse parce que la première ligne ne fait aucun travail de pression. Je pense que c'était un des jobs les plus ingrats du monde, en tout cas footballistiquement. Milieu de terrain au Real Madrid, ça va, il y a plus ingrat quand même. Mais en tout cas, c'était difficile à tenir comme poste. Et je pense que dans une organisation plus fonctionnelle, non seulement on peut voir un bon Tchouaméni, un bon Camavinga, mais on peut voir en Tchouaméni et Camavinga parmi les meilleurs milieux de terrain de la planète. Je pense vraiment une organisation fonctionnelle, tout le monde voit ses joueurs sous un angle avec une lumière très très différente. Tchouaméni, défenseur central, personnellement, je ne sais pas si je suis très convaincu parce que je me souviens contre le Barça, là, très très récemment, à un moment, il y avait souvent les ballons dans la profondeur. Je pense Koubarsi dans le dos pour Ferran Torres, et que ce soit le jeu aérien, que ce soit la couverture de son dos et tout, je le sentais pas trop à l'aise. C'est régulièrement quelque chose qui était cherché, une petite faiblesse sur laquelle ça voulait appuyer. Je l'ai quand même dans mon 11 en mode backup de Raúl Asensio ou d'un autre défenseur central droit. Genre oui, il peut dépanner là-dessus, mais je partirais pas avec lui en tant que titulaire personnellement. Ce serait plutôt une ligne de 3, genre Huysen ou Hincapié, Rudiger, Asensio. Un double pivot, Tchouaméni ou Camavinga, et Trent à droite. Aussi, la raison pour laquelle je mets Trent là, c'est parce qu'on le voit souvent dans cette position de toute manière dans le jeu. Il gravite à l'intérieur, c'est là qu'il fait un petit peu le double pivot, l'organisation, les ballons longs, la menace profonde, etc. Mais aussi parce que sur le côté, en vrai, je me demande si c'est pas une meilleure idée de mettre Valverde à droite. Donc il est piston droit dans mon idée, mais c'est pas vraiment le piston droit classique de c'est pas Frimpong. Ça, ce rôle Frimpong, c'est un petit peu plus ce que tu aurais à gauche avec une vraie boule projection, etc. Mais Valverde, moi, la capacité d'enchaînement d'efforts qu'il a, pour moi, tu la perds un petit peu dans l'axe, où je trouve pas vraiment que ce soit ce milieu de terrain qui tire les ficelles ou alors sentinelle, etc. Pour moi, une des grosses forces de Valverde, c'est vraiment son énorme volume, sa capacité à répéter les allers-retours. Il accompagne toutes les attaques et après il se replie. Je me souviens le Real Madrid qui gagne la Champions aussi contre Liverpool, quand il forme la ligne de 5 avec Carvajal qui du coup peut rentrer un petit peu plus à l'intérieur et lui il protège à droite. Ça, c'était un Real Madrid qui était très dur à battre défensivement aussi. J'aime bien l'idée et après il donne la passe décisive pour Vinicius aussi sur cette longue projection. Ça pour moi c'est un peu l'idée classique de Valverde. C'est une position, un registre dans lequel je le trouve excellent.
Et même s'il est milieu central, entre guillemets, sur le papier, et il le serait d'ailleurs, je pense, si on faisait la composition, le 11 que les télés mettent avant le début du match, je pense que ça donnerait un 11, genre Trent Alexander-Arnold, il serait latéral droit, et Valverde, il serait milieu de terrain. Mais en vrai, une fois que tu joues et que tu es vraiment avec ballon, c'est plus Alexander-Arnold à l'intérieur aux côtés de Chou ou Camavinga, et Valverde plus ce gars de largeur et d'aller-retour. Donc c'était un petit peu ça mon idée. Ça fait du sens, hein. Ça fait du sens ce que tu me dis là. Moi j'aime bien ce que tu me dis sur Valverde parce que c'est vrai en fait. C'est que moi des fois j'aime pas trop peut-être les catégoriser comme ça, mais c'est vrai que Valverde, concrètement parlant, au milieu de terrain, si tu as une option qui joue et qui touche un peu plus le ballon de manière différente. Ça veut pas dire qu'il le fait mal, mais qu'il le fait de manière différente. C'est vrai que l'avoir sur le côté, c'est beaucoup plus pertinent parce que lui, il monte, il redescend, il fait énormément d'efforts. T'as parfaitement raison et ça cadrerait effectivement avec ce style de jeu. En plus, il est très technique, le boy Valverde, en fait. Il est très technique sur différentes manières de faire, tu vois. Hier, fallait le voir essayer de faire des centres de couper, des machins. Lui, tout ballon qui vient, il prend en volée. On dirait que il adore ça, en fait. Prendre des trucs en volée comme ça arrive. Très, très bon centreur, très bon passeur décisif aussi. À la bord de la surface, tu peux compter sur lui. Donc, ouais, avoir un Fede Valverde sur le côté, ça peut être pertinent. Donc, ouais, il va falloir voir comment ils vont jouer avec Trent Alexander-Arnold. Je me pose aussi la question à savoir, est-ce que Trent, c'est le recrutement de Florentino ou est-ce que c'est le recrutement de Xabi Alonso? Florentino, je pense. Ouais. Genre, à partir de quand ils ont commencé à parler de Trent? Est-ce que Xabi Alonso va vraiment, est-ce que c'est le genre de joueur qui l'intéresse concrètement parlant, hein? Tu vois, ça aussi, c'est un autre truc, tu vois. Donc, tes coachs, il y a des joueurs qui t'intéressent, il y en a d'autres qui t'intéressent pas. Donc, mais il va falloir que tu fasses avec. Oui, j'ai vraiment hâte de voir et aussi l'influence ça va avoir après sur l'Angleterre avec Tuchel parce que si Trent n'est plus latéral qui passe au milieu de terrain ça crée encore plus de congestion en équipe nationale d'Angleterre là-bas au milieu de terrain mais ça c'est un autre débat tu vois donc ouais j'aime bien cette configuration là pour revenir sur Tchouaméni rapidement par rapport à ce que tu as dit moi je le vois un peu différemment avec Aurélien Tchouaméni parce que j'ai l'impression que quand tu joues ce positionnement là de sentinelle aujourd'hui dans le football qu'on a qui date un peu des ères guardioliennes tu vois quand on va parler dans 100 ans, on parlera de l'ère guardiolienne. Disons qu'il y avait des gars là-bas, ils étaient trop forts au milieu. Le Jurassique, le Crétacé et le guardiolisme. Toi-même, tu connais, tu vois. Donc, je me dis, franchement, des dinosaures, grands, de taille, physique, très intelligents, mais capables de jouer face à leurs gardiens. C'est un peu ça, en fait, la capacité que moi je cherche des fois et que je trouve peut-être pas forcément en Tchouaméni, mais la vérité, c'est que c'est que des jeunes joueurs qui ont aussi une marge de progression énorme. C'est pour ça que moi je reste assez calme et assez optimiste pour le Real parce que je me dis, Tchouaméni, il va faire 2 entraînements avec Xabi Alonso. Le gars va lui réapprendre le béaba, les machins et tout cela là. Il va capter différentes vibes. Il va se dire, ok, ça c'est ton style à toi. Maintenant, regarde ce que moi je fais. Regarde comment ça se faisait. Regarde comment on faisait. On fait une fusion des deux. Normalement, ça doit être un boy qui doit évoluer. Camavinga est très fort. Camavinga, moi c'est parce que il a eu des petites blessures, des machins. Ça. Camavinga, tu le remets. Camavinga, est-ce qu'il a 25 ans? Tu le remets au top de sa forme. On est foutu. Donc, moi je pense que réellement il y a un travail là-bas. Maintenant, Tchouaméni, mon problème c'est jouer face à son gardien. Ça c'est la chose la plus difficile. C'est la chose la plus compliquée aujourd'hui que tu peux avoir dans le football. Parce que quand tu as le ballon et que tu fais ton jeu et que tu as devant toi tous tes attaquants et tous tes machins et tout cela, moi je trouve que ça c'est pas la phase simple, pas la phase la moins, j'ai envie de dire, pas la phase la moins pas genre la ouais mais tu veux un milieu reculé qui peut sortir sous pression quoi. Voilà, qui a une manière de faire qui est totalement différente que si tu as ce pressing là, il peut genre regarder son gardien et avoir cette vision de jeu là un tout petit peu qu'avaient les Sergio Busquets ou qu'on les Rodri et puis ce type de joueurs là, tu vois, pour les sortir de certaines situations assez compliquées parce que je pense que Xabi Alonso aussi c'est un gars qui est peut-être dans son football même s'il est direct, il va essayer de garder la possession de balle et de sortir peut-être de derrière. Donc ça te donne aussi cette option là, tu as besoin de ce milieu de terrain là. Donc moi c'est ça que je voyais pas, c'est pour ça que je me disais hier, j'ai toujours dit au courant de la saison pour être cohérent avec moi-même que je préférais voir Tchouaméni face au jeu. Genre, je trouvais Tchouaméni meilleur quand il était face au jeu. Maintenant, le système n'est tellement pas bien équilibré qu'effectivement, long ballon, ils se font tous prendre.
Mais si le système est mieux équilibré, peut-être ça peut être pertinent, tu vois. Mais globalement parlant, le chantier de Xabi Alonso, nous tous on le sait, il est vraiment défensivement. La dernière fois quand j'ai vu la réaction de Thibaut Courtois dans le match là, il était découragé là contre Vinicius lors du Classico, il était découragé, ouais. Mais en fait, tu veux pas être Courtois, tu fais 1 arrêt, 2 arrêts, 3 arrêts, les gars ils récupèrent le ballon, ils perdent le ballon directement. En fait, toi tu es dans les buts, tu paniques en fait, tu comprends pas. Donc il va falloir qu'il y ait plus de solidité, mais ça passe vraiment à travers. Moi, je me dis. Ton Rudiger, il revient en forme. Tu rajoutes là-bas, tu l'as dit. Moi, je pense Jonathan Tah, Nkapie, Dean Huijsen, n'importe quel de ces boys-là. Réellement, le problème pour moi au Real cette année, ça a été sur les côtés. Ils ont été trop faibles sur les côtés. Ferland Mendy, ça fait des années qu'on en parle. Fran Garcia, c'était pas très fort. Il était fort quand il était au Rayo Vallecano. Mais c'est le Rayo Vallecano, en fait, tu vois. Les niveaux ne sont pas même dans la Liga. Donc, tu peux être très fort dans un club qui finit 7e, 8e, 9e, 10e. On t'amène au top du top de la Ligue des Champions et là, tu galères un tout petit peu. Donc, de l'autre côté aussi, la même chose, la blessure de Carvajal, le non-remplacement de Nacho. Il y a eu tellement de choses, en fait, qui se sont passées cette saison au Real, la blessure de Militao très, très tôt, que moi, je pense que si, défensivement, il réussit à avoir une équipe qui est stable et qui encaisse peu de buts, l'année prochaine, on est foutu. Ah bah c'est sûr que le talent il est là et nul par ailleurs plus que sur le secteur offensif où je trouve qu'il y a évidemment un gros problème de congestion, d'embouteillage, de complémentarité des profils, le simple fait d'avoir avec Mbappé, Vinicius, Rodrigo 3 ailiers de percussion qui sont droitiers, qui affectionnent la même zone. On l'a vu tellement de fois au Real cette saison, 4 gars qui gravitent avec Jude en plus qui est aussi droitier un petit peu dans le même périmètre et c'est dur à faire évoluer ensemble, mais même si aujourd'hui Mbappé est genre avant-centre, pour moi, c'est quand même plus le profil technique d'un ailier. D'ailleurs, ça se voit sur son nombre de ballons aériens, de duels aériens remportés. Il n'y en a pas. Genre, il y a 99% des attaquants qui sont au-dessus de lui sur le nombre de duels aériens remportés. Il est le centième centile, quoi, ou le premier centile plutôt. Alors que Boniface, par exemple, était dans le premier tiers des attaquants avec le plus de duels aériens remportés. Souvent, marque des buts de la tête, etc. C'est un style de neuf très différent que Xabi Alonso va trouver. Donc ça, c'est le problème. Mais je me dis, la solution, elle est peut-être un petit peu dans ce qu'on a vu avec Carlo Ancelotti en 2023-2024, où finalement, c'était 4-4 de losange sur le papier. Jude, Sou, Vinicius et Rodrigo. Vinicius et Rodrigo qui s'écartaient pas mal pour prendre la largeur et Jude qui faisait les appels profonds et qui était véritablement le 9. Je me demande si dans cette organisation, le 3-4X de Xabi Alonso Real Madrid, ça peut pas être en fait un 3-4-1-2. Évidemment, Mbappé et Vinicius, on l'a dit au tout début, Vini qui est sous contrat jusqu'en 2027, Mbappé 2029, 2 des 3 méga stars de ce Real Madrid. Évidemment, ils vont pas partir cet été, j'ai du mal à l'envisager en tout cas. Donc, ils vont rester, ils ont une qualité phénoménale. Est-ce que finalement, tu fais pas le 3-4 de Xabi Alonso et le 1-2 de Carlo Ancelotti, avec Jude, sous Mbappé et Vini. Rodrigo, moi je le garderais vu sa qualité, c'est une solution pour les sorties de banc de Mbappé, de Vini, remplacer, donner un petit peu de fraîcheur. Et du coup, tu as Jude en 10, qui devient 9, mais qui est le vrai joueur axial finalement de ce 3-4-1-2. Et Mbappé et Vini, qui sont 2 avant-centres sur le papier, comme à l'époque Ancelotti 2023-2024, mais qui en vrai s'excentrent beaucoup plus. Mais t'as pas réglé ton problème réellement, parce que... Ah, ça marchait très bien. Oui, ça marchait bien, mais c'est que ça marchait bien quand c'était Rodrigo et Vini. Mais là, le Kicks, tu le vois dans le dernier match du Real. Moi, j'aime pas Mbappé en pointe. Oui, mais c'est ça le problème, c'est que là, t'as pas Vini qui est sur le terrain, il est à gauche. Il est plus à l'aise à gauche, tu vois. Mbappé de droite, c'est Mbappé de 2018. Ça fait longtemps en fait qu'il a pas joué à droite réellement, que je le vois vraiment. Je suis d'accord, et il sera forcément... Il va être tendance à aller à gauche, Vini va avoir tendance à aller à gauche. En fait, ton truc, à la fin de la journée, il va falloir que ton piston, là, ton Valverde ou ton truc, là, il soit vraiment en train de couvrir là-bas pour essayer d'amener un tout petit peu d'équilibre. Mais comme toujours. C'est ça qui m'inquiète un peu. Après, s'ils s'arrangent, ils peuvent se gérer aussi. Ça peut être 2 attaquants de pointe. Mec, moi, je suis d'accord avec toi. C'est pas du tout la solution parfaite. Et ça montre l'ampleur du chantier qui attend Xabi Alonso au Real Madrid. C'est que la réalité, son effectif est pas bien construit pour son plan de jeu. Lui, il joue avec des joueurs axiaux.
Wirtz, Hoffman, Boniface, Schick. Là, il va retrouver quasiment que des joueurs de côté sur le secteur offensif. Donc c'est sûr, ça pose problème. Mais je pense toutefois qu'on avait vu, alors c'était Rodrigo à la place de Mbappé, mais Rodrigo aussi sur le papier, c'est un gars qui aime la largeur et la largeur gauche, même s'il prenait là la largeur droite en se sacrifiant un peu déjà à l'époque en 2023-2024. Mais moi j'aime bien Jude sur les appels profonds axiaux. J'aime pas Mbappé dans l'axe. En vrai, il a pas de jeu aérien. Tu peux pas utiliser le mieux sa vitesse. Ok, il y a de la prise de profondeur, mais face à un bloc bas, tu fais quoi? Dans les petits périmètres, c'est cool, mais je le préfère dans les grands. C'est là que t'as le grand Kylian Mbappé. Donc ouais, c'est pas parfait, mais pour finir, je vais te donner la conclusion de mon effectif. Pour moi, bien sûr, Courtois dans les buts, malgré le fait que, encore une fois, c'est pas le gardien Xabi Alonso prototypique. Genre, je préfère tous les jours avoir Courtois que Radecki dans mon équipe, mais Radecki, c'était plus un gardien de construction et aussi plus un gardien de sortie en dehors de sa surface de réparation pour combler les espaces dans le dos d'une ligne haute. Alors que Courtois, c'est moins ce profil, comme on sait. Et à un moment, il va falloir aussi réussir à colmater les brèches dans le dos de la ligne haute, si les Real pressent, etc. Mais bref, bien sûr, Courtois. Ensuite, Huysen, Rudiger, Asensio, on va dire les 3 titulaires de la ligne de 3. Et les remplaçants, Hincapié, par exemple, s'il est pris, le remplaçant central de Rudiger, des minutes partagées, on va dire, entre Militao, Alaba, Tchouaméni, etc. Parce qu'ils vont rester, Militao et Alaba, même s'ils ne vont pas avoir beaucoup de minutes à donner, je pense. Ensuite, le double pivot, c'est là que, pour moi, j'attends quelque chose de spécial, parce qu'on a toujours eu quelque chose de spécial avec Xabi Alonso dans cette zone. C'est vraiment le cœur du réacteur. Et du coup, Trent, et ensuite, en fonction des matchs, Camavinga, pour plus de qualité technique, sortie, percée, progressive. Tchouaméni, pour plus d'équilibre, de sécurité défensive dans des matchs où tu peux peut-être plus souffrir. Ça, c'est mon double pivot, mon idée. Valverde à droite, parce que pour moi, c'est un cheval. C'est un joueur de grand espace, beaucoup plus qu'un joueur de petit. Donc, j'aime bien l'avoir dans le couloir. Le couloir gauche, recrue, ça, c'est sûr. Ça, tu peux pas y échapper. Que ce soit Grimaldo, Carreras, Kerkez, comme on a dit, Théo Hernandez, De Kuyper, clairement une recrue à gauche. Et après, le gros chantier devant, où on n'a même pas parlé d'Hendrick, on n'a pas parlé d'Arda Güler, mais c'est pour ça, encore une fois, que moi j'aime bien cette idée d'un 3-4-1-2, c'est que ce 1, déjà, c'est la position de Jude, ça peut être aussi la position de Güler sur beaucoup de matchs, des minutes vont se libérer là, et à un moment, je me dis, ça peut être la position de Nico Pass aussi, qui a fait une saison fantastique à Com, qui a été acheté par Com 6 millions, mais le Real Madrid a une clause de rachat de 12 millions, un joueur phénoménal, 1m86, il a de la taille, il est incroyable, extérieur de surface. Il n'y a pas de place, boys. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs offensifs au Real Madrid. Mais en tout cas, Jude là-dedans. Et après, Mbappé, Vini, Rodrigo. Bon, ça va être l'équation qui va passionner tout le monde pendant longtemps. Il peut s'amuser offensivement. Il peut s'amuser offensivement comme il veut avec les joueurs qu'il a. Moi, je vois même des matchs où tu peux avoir Bellingham, Arda, Hendrick si t'as envie parce que les autres ils sont blessés ou parce qu'ils sont au repos ou quoi que ce soit. Franchement, tu peux t'amuser offensivement comme tu veux tant que derrière il y a la solidité. Le Real cette année, en fait, c'était pas possible. Tu peux pas avoir un attaquant, il met 3 buts, puis derrière t'encaisses dans la foulée, en fait. Hier, Mbappé, il a marqué dans le match qu'ils ont gagné pour éviter que le Barça soit champion là, avant d'avoir joué. Mbappé, il claque un but. Mais Willou, je te jure, moi j'ai vu le match, hein, mais dans les 2 minutes qui ont suivi, sur l'action qui a suivi, ils ont failli encaisser un but. Perte de balle, un contre un, Courtois contre le gardien. Mais j'étais là, je dis, mais attends, je comprends pas en fait. Je dis, s'il règle ce problème derrière, devant il peut s'amuser comme il veut, parce que franchement il a des armes. On n'a pas parlé de Arda et de Hendrick, parce que je pense que c'est des boys qui vont rester, c'est des jeunes qui doivent être formés et évoluer en fait, ce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de faire avec Carlo Ancelotti. On n'a même pas parlé de Brahim Diaz aussi. Ah, tu vois. Tellement de top players. Non, c'est pour dire. Ouais, c'est ouf, moi, c'est pour ça que je t'ai dit dès le début de la vidéo, j'ai dit offensivement, moi, je touche rien. Mais derrière, je vire tout le monde. Je vire les Valero, les Ferland. Valero, il est fin de contrat, lui. Oui. Les Valero, lui est en fin de carrière depuis 10 ans, lui, ce tocard-là. Donc, il a que 28 ans, hein. Ça peut peut-être intéresser quelqu'un. Mais... En tout cas. On n'a pas parlé de Ceballos et on n'a pas parlé de Luka Modric aussi. On va voir s'il sera prolongé. Non. Lui, il a qu'à rentrer dans le staff. Donnez-lui un survêt, il s'assoit là-bas à côté. Là, il s'assoit. Modric, il a encore joué 33 matchs en Liga cette saison et il n'était pas impertinent. Hein. Oui, mais
Il faut laisser la place aux autres. En fait, tant que Modric est là, on ne saura pas si quelqu'un d'autre peut être pertinent. Ça aussi. Moi, j'aimerais bien voir Modric sous Xabi Alonso quand même. Ils ont quasiment le même âge, ils se sont connus. Ce serait marrant de voir ça quelquefois quand même. J'avoue, peut-être il va jouer une demi-saison. Ouais. Qui sait? Et voilà, les amis, je crois qu'on a parlé 1 heure et qu'on n'a toujours pas résolu le problème Real Madrid. Si c'était si simple, il n'y aurait peut-être pas besoin de faire appel à Xabi Alonso. Mais on espère que ça vous a plu et on vous donne rendez-vous maintenant du côté de la chaîne de Stan pour un énorme sujet. Prenez soin de vous les potes et à très vite. Bisous.